Lancement officiel ce mercredi à Goma, au Nord Kivu, de la dernière phase de récolte des données biométriques des policiers, retardataires et officiers de la police judiciaire. Une opération qui a une grande importance car elle permet au gouvernement de connaître l'effectif réel des policiers afin de maîtriser la masse salariale allouée au paiement des salaires des policiers. Pacheco Kavundama, notre correspondant depuis Goma, nous en dit plus. Cette dernière phase de récolte des données biométriques aux policiers du Nord Kivu a été lancée par les vice-gouverneurs de province en présence de plusieurs représentants des partenaires de la RDC. Maître Feller Loutaïti Roy a dit que cette opération pourra mettre fin au phénomène de non-paiement au sein de la police nationale congolaise. Mon souhait le plus ardent est de voir que tous les policiers de la province du Nord Kivu aient été contrôlés, que soit mis fin à la non-maîtrise des effectifs et au phénomène des impayés parmi les éléments de la police. Pour le commandant de la PNC au Nord Kivu, le général Awachango Oumia Vital, la récolte des données au sein de la police est un ouf de soulagement car la police doit avoir un effectif de ces éléments. Occasion pour le directeur national adjoint chargé des ressources humaines à la PNC, le colonel Jean Bosco Ndondo, d'appeler tous les policiers qui n'ont pas encore été identifiés à la conscience car, dit-il, c'est la dernière phase. Et cette opération commencée depuis 2010 sur toute l'étendue de la RDC est rendue possible grâce au financement du programme d'appui à la réforme de la police de l'Union européenne. En clôture de la première phase des négociations d'enregistrement biométrique de réfugiés burundais demandeurs d'asile dans le site de Rubenga à la frontière entre la RDC et le Burundi. Plus de 2100 personnes ont été préenregistrées depuis le lundi dernier dans ce seul site, alors que le réfugié burundais continue d'affluer à Uvira. Et selon le président des réfugiés d'Uvira, 40 familles arrivées depuis une semaine ne sont pas encore préenregistrées. Désiré Bigimana se dit très préoccupé par cet afflux et souhaite un renouvellement de l'opération d'enregistrement biométrique de ce réfugié. Sur place, à la frontière de Kambinzira, qui sépare la République démocratique du Congo au Burundi, le site de Rubenga a été pris d'assaut pendant 5 jours pour l'enregistrement biométrique par l'empreinte digitale de ces réfugiés burundais. Ce dernier se bousculait autour de la ceinture de sécurité sous les vigilants de la police nationale congolaise. Chacun répondait à l'appel de son nom pour se présenter muni de sa carte provisoire devant le bureau d'enregistrement. Sur place, la deuxième table regroupait les différents services de l'État chargés de gérer les litiges. C'est notamment la DGM, l'Agence nationale des renseignements ANR, la Commission nationale pour les réfugiés CNR, la Police nationale congolaise PNP et le Haut Commissariat pour les réfugiés HCR. Mais les réfugiés à besoins spécifiques se présentaient à la deuxième table avant l'enregistrement manuel qui est la troisième étape. Toutes les données sont ensuite saisies à la machine avant la prise d'une carte photo, son impression et la classification de celle-ci. Ainsi, le tour est joué pour que les réfugiés reçoivent son attestation des réfugiés pour une durée ne dépassant pas le 31 décembre 2016. De son côté, le président territorial des réfugiés burundais à Uvira, Désiré Bizimana, à 80% des réfugiés burundais demandeurs d'asile ont exprimé le souci de rester dans les camps plutôt que dans des familles d'accueil. Ce dernier affirme que beaucoup d'autres réfugiés burundais sont arrivés tôt ce matin. À titre de rappel, 6 416 réfugiés burundais demandeurs d'asile ont été préenregistrés jusqu'à lundi dernier par la Commission nationale pour les réfugiés CNR, respectivement à Uvira et Fizi. Ils attendent le transfert de la plaine de la Ruzizi vers le nouveau site de Lusenda, situé au bord du lac Tanganyika, dans le territoire de Fizi. Amani Joseph, depuis Bukavu, Radio Télé 50. Je vous l'annonçais au sommaire de ce journal, le siège de l'Union nationale de la presse du Congo a été visité par des inciviques non autrement identifiés. En croire des témoignages recueillis sur le lieu, ces destructeurs se seraient introduits hier mardi aux environs de 18h, heure locale. Ils ont emporté quelques matériels et fait dans les bureaux du président national, du secrétaire général à la trésorerie et dans celui de la commission de la carte de presse. Une enquête a été ouverte pour démasquer ces inciviques. Les détails dans cet élément.
Hier, dans la soirée, nous quittions les bureaux. C'est le président qui était le dernier à partir, vers 17h15. Et après, nous avons été alertés par notre voisin, M. Hassan, qui nous a dit que la porte d'entrée, le portail était cassé. On n'a pas compris, nous sommes revenus précipitamment, le président Kassonga Chilombe et moi. Nous avons fait le constat que vous venez de faire, c'est-à-dire que toutes les portes ont été vandalisées, les dossiers ont été jetés par terre, l'argent a été pris, particulièrement dans mon bureau. On a également pris du matériel. Vous voyez qu'il y a même des machines qui devaient être déplacées. On ne sait pas pour où. Le bureau du président cassé, la trésorerie générale cassée, le bureau de la commission de la carte cassée. Et voilà, on se pose mille et une questions. Nous sommes restés ici jusqu'à minuit. Nous avons fait appel à la police. Les dossiers, on n'a pas encore tout vérifié. Parce qu'on s'est dit qu'il faudrait que la police fasse d'abord le constat, parce qu'on a vu des fardes par terre, ils ont été à la trésorerie également. Je peux donner seulement ce qu'il y avait dans mon bureau, ça voisine avec tout. C'est pour la 4e fois, la 3e fois que nous sommes visités. Depuis que nous sommes entrés en fonction, ça fait la 2e fois. Il arrive à son terme, lui, c'est le programme C-Change de l'USAID qui fait désormais partie de l'histoire. Au service de la nation congolaise depuis 5 ans, ce programme a permis à la RDC d'avoir des bases solides dans le processus d'amélioration des conditions sanitaires sur l'ensemble du territoire national à travers l'information. Et puis l'Union africaine, le Parlement panafricain et l'Union panafricaine de la jeunesse viennent d'organiser un dialogue intergénérationnel au Parlement panafricain à Johannesburg. C'était entre les jeunes et les parlementaires africains en présence de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, et l'ensemble du Parlement africain. Suivez. Toujours dans le cadre de cette mission, après le Brésil, étape suivante, la République sud-africaine. Ici, Francine Muyumba a pris part à un dialogue intergénérationnel organisé par l'Union africaine, le Parlement panafricain et l'Union panafricaine de la jeunesse. Tout a commencé par une réunion de consultation présidée par la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse aux côtés d'autres jeunes leaders et la division de la jeunesse de l'Union africaine. Ici, il était question de se mettre d'accord sur les priorités à exposer devant les parlementaires africains de façon à ce que la jeunesse parle le même langage. C'est ainsi que le jour suivant s'est relancé les travaux proprement dits par la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Zuma, cette dernière qui a salué la venue à la tête de la jeunesse africaine d'une femme, et ce, tout en souhaitant que la femme soit encore plus représentée dans cette équipe de 12 personnes qui n'en compte que 2 contre 10 hommes. À son tour prenant la parole, Francine Muyumba, au nom de la jeunesse africaine, va revenir sur les besoins des jeunes. Une jeunesse qui a besoin de l'attention des autorités à leurs problèmes, notamment ceux liés à l'emploi, participation à la gouvernance et la lutte contre le terrorisme, mais aussi une jeunesse qui doit s'investir pour le développement de l'Afrique. Discours très remarquable, apprécié par tous les participants et les parlementaires. Le dialogue intergénérationnel entre le Parlement panafricain et la jeunesse africaine va connaître également plusieurs temps forts. À l'exemple des interventions lors des échanges de la présidente de l'UPJ en personne et celle de 2 membres de son comité, le Nigérien Aliou Marou, vice-président pour l'Afrique de l'Ouest, et le Zambien Dali Jombewe, secrétaire général adjoint pour l'Afrique de l'Est. C'était l'occasion pour l'UPJ d'expliquer les objectifs de ce nouveau comité aux jeunes Africains et demander leur collaboration afin de rendre un service de qualité à la jeunesse du continent. L'un des moments historiques de ce grand forum pour les participants fut celui-ci où ils ont été invités par le gouvernement sud-africain pour le lancement du nouveau programme de la télévision nationale SABC, programme lancé par le président Jacob Zuma. À noter que bien avant ces 2 missions, la présidente de l'UPJ avait pris part en Namibie à Windhoek à la célébration du 70e anniversaire de la création de la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique. Fête couplée à l'anniversaire de naissance de Sam Nujoma, premier président et père de la nation namibienne.
Parlons élection provinciale au Katanga, le MSR a aussi déposé à la CENI les dossiers de ses 16 candidats pour la circonscription électorale de Lubumbashi. C'était à l'issue d'un culte d'action de grâce organisé à l'église méthodiste unie de la commune de la Roachi. Sous les auspices de son autorité morale de la province, Yav Tchibal, le parti cher à Pierre Lumbi a réussi à aligner quelques figures de marque de la province. Le mouvement social pour le renouveau a bougé la ville de Lubumbashi à l'occasion du dépôt des candidatures de ses cadres pour les élections provinciales. Piloté par son autorité morale au Katanga, Yav Tchibal, le cortège du MSR a commencé par la paroisse méthodiste unie de la commune Roachi. Une façon pour le parti cher à Pierre Lumbi de placer le Très-Haut au centre de sa bataille électorale qui s'annonce rude. Sur la liste des candidats MSR qui briguent les sièges de députés provinciaux dans la circonscription électorale de Lubumbashi figurent 16 personnalités, parmi lesquelles on trouve des acteurs politiques bien appréciés à travers leurs œuvres. Cas du docteur Kokele Aboulengue, un chirurgien qui n'a cessé de se distinguer dans les soins gratuits des démunis, surtout ceux frappés par la malformation congénitale. Yav Tchibal, actuellement vice-gouverneur du Katanga, a aussitôt après la messe conduit ses troupes au bureau de réception et de traitement des candidatures où ils ont été reçus par Mimi Fabienne Mukulumoya, secrétaire exécutif de la CENI au Katanga. MSR, nos candidats travaillent sur base d'une cohésion. Ici, au moins, tous les sportifs, qu'ils soient Mazembelo Popo, Mikishi ou je ne sais pas, Lubumbashi Sports, sont dans le MSR avec le drapeau MSR. C'est vraiment un trait d'union très important. Il faudra pouvoir véhiculer et nous espérons qu'avec cet esprit du MSR, si dans notre stade nous l'amenons, je crois que ce sera un grand succès, non seulement pour Lubumbashi, mais pour le football national. Dans la deuxième force politique de la majorité présidentielle, le MSR se range déjà en ordre utile pour affronter les échéances provinciales en luttant contre le tribalisme et autres antivaleurs pour l'émergence de notre cher et beau pays. Et puis les échos des entreprises nous emmènent précisément à l'Institut national des sécurités sociales où un contrat de partenariat relatif à la bancarisation de la paie et des prestations sociales avec la Raobank a été signé ce mercredi. Ce projet de bancarisation qui va simplifier les opérations de paiement des prestations sociales permettra à l'INSS de se rapprocher davantage de ses assurés sociaux. En RDC, le gouvernement s'est lancé depuis quelque temps dans un vaste projet de bancarisation de la paie des agents et fonctionnaires de l'État. Ce projet s'inscrit dans le cadre des réformes institutionnelles en vue de renforcer l'efficacité de l'État, une dynamique à laquelle l'Institut national des sécurités sociales veut adhérer avec l'accompagnement du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Des démarches ont été entreprises auprès des différentes institutions bancaires. Et c'est la Raobank qui offrira ce service, d'où ces gestes. Nous travaillons avec la Raobank depuis un certain temps. Je peux dire que depuis que la Raobank existe, nous travaillons avec la Raobank et nous avons apprécié sa façon de travailler. C'est ce qui a fait que nous puissions aussi lui donner un grand nombre de prestataires à payer. D'autres banques telles que la FIBank pourront venir en grand renfort de cette initiative. Le contrat est déjà signé. L'INSS promet de prendre en charge les frais d'ouverture et retenues bancaires pour les pensionnés. Que font réellement les banques, les institutions de transfert d'argent et de microfinance ainsi que des structures d'import-export dans l'économie de la République démocratique du Congo? Oui, il y a des actions bien, mais l'on note toujours une certaine réticence de la population. Ce jeudi, l'Office international d'investissement et de commerce, une ASBL, a tenté de rapprocher les deux parties par un atelier, question de faire connaissance. Au regard du nombre de banques que compte actuellement la RDC, on peut tout s'imaginer sur sa situation financière. Certes, en l'espace d'une décennie, le nombre de banques est passé de 10 à 24. Mais seulement lorsqu'il faut évaluer le taux de pénétration, 1% par rapport à la moyenne africaine, il est l'un des plus faibles au monde. Beaucoup évoquent le déficit d'information. Il faut chercher l'information à la source.
l'idée de l'Office international d'investissement et de commerce vaut alors son pesant d'or, tant elle vise le rapprochement entre la population et les banques, deux parties qui doivent apprendre à mieux se connaître. Nous avions vu qu'il y a encore un travail à faire au niveau des très petites et moyennes entreprises et le PME. Et dans ce sens, nous avions réfléchi à faire cet atelier pour essayer de mettre et les acteurs et les financiers ensemble pour échanger, pour essayer d'aider les gens à avancer.